Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va étudier ensemble, on va analyser ensemble la bourse, donc tout simplement les equities américains et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on se prépare à une crise qui va arriver dans les mois à venir ou alors est-ce que c'est le moment d'acheter? Donc tout au long de cette vidéo on va faire une analyse qui va être technique, qui va être fondamentale, on va vraiment regarder plein d'aspects, on va regarder ce que fait la Banque Centrale Américaine, la Federal Reserve, et en fin de vidéo je vais aussi te donner finalement mon avis personnel après toute cette analyse et finalement qu'est-ce que je fais avec mon argent, parce que c'est bien beau de donner son avis mais au bout du compte moi personnellement avec mon argent qu'est-ce que je fais, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, tu verras ça en fin de vidéo. Avant de commencer cette vidéo je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix cassée, ça fait maintenant une semaine que je suis malade et sinon outre ça j'ai du nouveau matériel pour filmer ces vidéos, donc dis-moi ce que tu en penses, si tu vois une différence finalement au niveau de la qualité, ça me ferait plaisir que tu me le dises dans les commentaires. Donc maintenant, allons directement sur les écrans. Alors, afin d'étudier les marchés boursiers américains, on va se concentrer sur le S&P 500, donc le S&P 500, ce qui est finalement un indice, un des indices les plus utilisés quand on regarde la bourse dans sa globalité, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Donc, si on recontextualise un petit peu, on est en pleine tendance haussière, d'accord? Ce que tu vois ici, le petit hic, c'était le Covid, d'accord? Qui a eu une chute de 35% à peu près pendant le Covid. Et depuis le plus bas du Covid à aujourd'hui, okay, on est à 100%. Donc si tu avais mis de l'argent, on va dire au début de 2020, quand le Covid est arrivé, aujourd'hui tu aurais fait 1 x 2 sur les marchés boursiers, ce qui est absolument énorme. Et si on regarde avant, ça fait longtemps qu'on monte. On a eu évidemment les crises en 2008. Et la crise en 2000, je pense que je t'apprends rien. Donc ça, c'est un petit peu au niveau du contexte. Maintenant, si on regarde bien cette tendance depuis le début du Covid, on peut voir que ça a commencé de manière très agressive et ça s'est calmé petit à petit. Et puis en ce moment, c'est plutôt calme et il y a une petite indécision. Est-ce qu'on va continuer à la hausse? Est-ce que c'est le moment justement de continuer à acheter cette tendance ou alors plutôt de commencer à en sortir? Donc pour moi, la première chose à regarder qui est assez intéressante finalement, c'est cette trendline qu'on a depuis le début du Covid. Donc ce qu'il faut savoir avec les trendlines, c'est une trendline quand tu la commences à un certain point initial, donc un apogée, un extrême, c'est généralement les trendlines les plus importantes. Donc voilà, si on part depuis le début du Covid, on a cette trendline, ok? Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est parti et on a cette première touche qui en fait n'a finalement même pas touché. Pourquoi? Parce que les acheteurs sont venus très tôt, donc on n'a même pas atteint finalement cette trendline et on est reparti à la hausse. Puis on a eu cette touche-là, d'accord, qui a bien été respectée, puis cette touche-là qui a bien été respectée, puis cette touche, ok? Si on regarde bien cette touche, on peut voir qu'on a break cette trendline, donc les acheteurs n'ont pas réussi à vraiment acheter au-dessus de cette trendline. Très bien. Le point d'après, encore pire. Okay, encore pire, les vendeurs étaient encore plus présents, les acheteurs beaucoup moins présents. Le point d'après, encore pire, la trendline, là on voit que vraiment les acheteurs n'arrivent pas à rester au-dessus, à garder le rythme, à garder le momentum. Et puis aujourd'hui, carrément même plus du tout, d'accord. Ça fait plusieurs jours de suite, là on est en daily, ça fait plusieurs jours de suite qu'on est sous cette trendline, ce qui montre clairement une perte de momentum au niveau de l'achat. Donc ça personnellement, moi c'est mon premier indice qui me montre que les equities, on est en train de voir une situation un petit peu différente à l'année dernière, 2020, là où on en était, d'accord? Les choses sont un petit peu plus compliquées et pas aussi évidentes à la hausse. Maintenant, une deuxième trendline que je voudrais te montrer, c'est celle-ci. Donc celle-ci qui date donc de fin 2020, donc de début novembre 2020 à aujourd'hui. On peut voir qu'il a été aussi très valide. On a eu une touche très bien marquée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Littéralement hier, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo aujourd'hui. Hier, on a vu un break technique qui est indiscutable de cette trendline. Okay, donc encore une fois, ça nous montre que peut-être les choses sont en train de switch. On a moins de momentum à la hausse et les acheteurs là tout de suite en ce moment n'arrivent pas à pousser le prix plus haut. D'accord? Donc moi, ce break de trendline pour moi, encore une fois, est très important. S'il y avait que celui-là, ok, parce que on prend quand même un point qui est au milieu de la tendance haussière, c'est pas forcément logique. Mais plus celui-ci, voilà, on commence vraiment à avoir une image qui est assez sombre du futur des equities à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'il en est au niveau de l'analyse technique. On peut aussi voir d'ailleurs avec le RSI qu'on commence à avoir des divergences à la baisse qui, pareil, pourraient potentiellement nous montrer une baisse qui pourrait arriver sur les equities, même si le RSI est divergent sur les equities de manière générale, j'en prends un peu moins compte que sur le marché FX. Mais maintenant, quelque chose que j'aimerais te montrer qui est assez intéressant, c'est finalement au niveau des volumes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les institutions sont en train de faire? Est-ce que les institutions en ce moment sont en train de rajouter sur les equities ou alors au contraire en train de se reculer?
Donc finalement, ce que je vais te montrer, c'est le Smart Money Index, d'accord? Smart Money Flow Index. Alors celui-ci est proposé par Wall Street Courier. Donc quand je travaille en fonds d'investissement sur le Bloomberg Terminal, quand tu tapes Smart Money Index, c'est celui-ci qui sort. Tu peux d'ailleurs le trouver sur internet si tu tapes Smart Money Flow Index, Wall Street Courier, il update tous les jours. Enfin bref. Donc là, si on peut voir, on voit qu'on a le graphe du S&P, ok, on a justement la hausse qu'on est en train de voir. Et là, on a les Smart Money Flow Index. Donc, qu'est-ce que c'est Smart Money? En fait, on essaie de faire une différenciation entre le Smart Money et le Dumb Money. Le Dumb Money, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est ce qui est généralement retail. Et le Smart Money, ce sont les institutions, ce sont les gros investisseurs, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Au début de la crise du Covid, d'accord, quand tout le monde était en train de paniquer et qu'on était finalement au meilleur moment d'acheter, qu'est-ce qu'on voit? Le Smart Money, il a explosé, d'accord? Il était au niveau les plus hauts, le Smart Money a explosé. Tous les grands actifs sur les marchés financiers étaient en train d'acheter, ok? Plus on a augmenté, bon, plus ils se sont calmés, ok? C'est un peu reparti. Mais en ce moment, ce qu'on est en train de voir, d'accord, là, pour les derniers 2 mois, c'est vraiment une baisse du Smart Money Index, ok? Une baisse du Smart Money Index. Donc moi, ce que ça me montre, c'est finalement une divergence. Et ça me montre tout simplement que les volumes du Smart Money Index ne sont pas en accord avec ce qu'on est en train de voir, d'accord? Et la divergence dont je te parle, finalement, c'est celle-ci, d'accord? On peut voir qu'on était à ces niveaux-là. Et puis finalement, aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont plus bas. C'est-à-dire que les gros investisseurs, les smart money, sont en train de mettre beaucoup moins d'argent qu'au début du Covid. Ce qui montre finalement que potentiellement, on en revient à notre analyse technique. Les choses pourraient commencer à sentir un petit peu le roussi, ok? Et maintenant, ce que j'aimerais te montrer, c'est une histoire de moyenne et de probabilité, ok? Donc, si on regarde ce graphe, d'accord? Donc, c'est quelque chose que j'ai créé par Excel. Et tout simplement, ce que c'est si on regarde les 50 dernières années, donc c'est-à-dire de 1971 à aujourd'hui, évidemment, le marché a fait des baisses, des hausses suivant les années. Mais on peut calculer la moyenne, justement, quel est le pourcentage moyen de gain par an dans les derniers 50 ans. Et donc, je vais te le dire exactement, ce chiffre, c'est 8,19%. Donc, dans les derniers 50 ans, le marché boursier américain prend en moyenne 8,19% par an. Dans les 100 dernières années, il prend en moyenne 8,45% par an. Donc tu peux voir que ce n'est pas un chiffre random, c'est vraiment un chiffre qui, au cours des années, est super important. Donc on va dire que cette ligne rouge, ça représente justement ces 8,19% par an. Donc finalement, le marché américain boursier est censé suivre, s'il n'y avait pas de crise, s'il n'y avait pas d'émotion, s'il n'y avait rien du tout, devrait suivre cette ligne parfaitement. Ok. Maintenant évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des moments où on est plus haut, il y a des moments où on est plus bas, d'accord? C'est là qu'on voit les émotions du marché, c'est pour ça qu'on oscille, c'est pour ça que d'ailleurs il y a des opportunités, ok? Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? On est en train de voir qu'on est finalement au-dessus de ces 8,19% par an, ok? Qu'est-ce que ça veut dire en cas pratique? Ça veut dire qu'on serait censé voir au niveau pratique une baisse pour retourner à ces niveaux initiaux qui est une moyenne à 8,19% par an. Donc, à quel pourcentage est-ce qu'on est au-dessus finalement? Je l'ai calculé sur TradingView, d'accord? Donc, sur TradingView, tu peux voir de 1971 à aujourd'hui. On peut voir que donc on est bien au-dessus. En la crise de 2000, juste avant que la crise de 2000 arrive, on était énormément au-dessus, d'accord? Et donc, aujourd'hui, on est à peu près on peut voir 15% au-dessus de là où le marché devrait être. Avant le Covid, etc., on était bien en dessous. Donc finalement, beaucoup de personnes disaient que le marché était surévalué. Pour moi, personnellement, non. Parce que dans les derniers 50 ans, la moyenne était à 8,19% et on ne l'a pas atteint, d'accord? Maintenant, si on regarde avant la crise de 2000, d'accord, donc la bulle spéculative qu'il y avait autour du dot-com bubble, en fait, finalement, on peut voir que là, on était extrêmement surévalué par rapport à là où le marché devait être de 50%. Et on peut voir que d'ailleurs, cette crise a tout simplement juste ramené le marché à là où il devait être, ok? Maintenant, si on regarde un petit peu de plus proche, donc pareil, on peut le voir que finalement, ça, c'est notre ligne de à quel point est-ce qu'on serait surévalué et sous-évalué en regardant ce modèle justement que j'ai créé. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, comme je te disais, on est à 16% au-dessus et on peut voir que voilà, la moyenne est ici. Ça, c'était justement la dot-com bubble dont je te parlais. Ça, c'était après la crise de 2008. Et donc voilà, on n'est pas énormément au-dessus au niveau historique, d'accord? On n'est pas à des niveaux 50% surévalués, mais on est quand même 16% surévalué par rapport à là où le marché devrait être. Donc maintenant, un autre point que j'aimerais étudier avec toi, c'est finalement la saisonnalité. Donc comme tu sais peut-être, dans tous les marchés, il y a une certaine saisonnalité, il y a des comportements qui reviennent tous les ans, ok? Donc pour faire ça, je vais aller sur Seasonax. Donc là, en fait, on peut voir une moyenne du S&P 500 sur les 71 dernières années, d'accord? Donc on peut voir de manière générale, on est en hausse, d'accord? Ça, je pense que je t'apprends rien, comme tu peux le voir dans les dernières 50 ans. Là, d'ailleurs, je suis sur un
un graphique logarithme, d'accord? Parce que quand tu vas regarder à quelque chose d'exponentiel, il faut absolument regarder sur un graphique logarithme, sinon ta moyenne à 8,19% elle n'a aucun sens et ça serait en fait quelque chose comme ça. Donc il faudrait le regarder sur un logarithme. Bref, donc on sait que la tendance est totalement haussière sur les equities américains si on regarde sur des centaines d'années, d'accord? Donc sur Seasonax, on voit que la saisonnalité est totalement bullish, d'accord? Haussière. Et puis on peut voir certaines indications très utiles. On peut voir que le pire jour de moyenne générale dans les 71 dernières années sur le S&P 500, ça a été le lundi. Le lundi, c'est généralement là où il y a les pires performances. Les meilleures performances se passent généralement le mercredi. Très bien. Et puis là, on a par mois finalement. Donc on peut voir la moyenne de gains par mois, d'accord, en termes de pourcentage. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo et on est le 15 septembre, ok, le 15 septembre, donc mi-septembre. On peut voir que septembre, dans les 71 dernières années, ça a été le pire mois pour les equities, d'accord? Donc encore une fois, là je ne me base pas sur une boule magique, sur mon opinion personnelle. Non, je regarde des statistiques, je regarde des probabilités et de manière générale, en septembre, c'est le pire mois pour les equities américains. Et comme on peut voir finalement, donc là on est vraiment en plein milieu de mois, on est le 15 septembre, d'accord? Ça correspondrait à ici, tu vois, 15 septembre, on est justement là. Et donc la baisse a tendance à arriver du 15 septembre jusqu'au finalement fin octobre. Et si on regarde différents time zones, dans les derniers 25 ans, on peut voir qu'encore une fois, septembre, c'est pas un bon mois, d'accord? Si on regarde dans les 10 ans derniers, encore une fois, septembre, c'est pas un bon mois. Dans les 5 dernières années, on peut voir que septembre, octobre, c'est pas un bon mois, ok? Donc là, on arrive dans une période où, comme on a vu, au niveau technique, c'est un peu chaud, niveau volume, c'est un peu chaud, niveau probabilité sur une moyenne de 50 ans, on est au-dessus. Au niveau saisonnalité, on arrive dans une période, c'est un peu chaud. Donc maintenant, si on étudie à partir d'aujourd'hui, donc du 15 septembre jusqu'à, puisque la saisonnalité nous dit serait la fin de la baisse, c'est-à-dire du 26 au 27 octobre, finalement, ce qu'on peut voir, c'est, voilà, ok, de manière générale, dans les 70 dernières années, ok, on est carrément en baisse pendant cette période. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que de mi-septembre à fin octobre, c'est pas forcément le meilleur moyen comparé à fin octobre à fin décembre, où tu peux voir, de moyenne générale, on est full hausse. Si tu faisais ça, si tu achetais à ce moment-là et revendais à ce moment-là sur les 70 dernières années, tu aurais été très profitable, ok? Donc maintenant, étudions un petit peu les raisons récentes de cette baisse et de cette indécision qu'on est en train de voir sur les marchés, ok? Donc là, je suis sur un daily. Et si on regarde sur le 4 heures, tu vois, on est un petit peu en galère en ce moment. Quelles seraient les raisons? Évidemment, raison principale, c'est les volumes, d'accord? C'est les flux d'acheteurs et de vendeurs. On est en train de voir plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc tout simplement, c'est pour ça qu'on est en train de voir le marché tomber. La semaine dernière, on a eu une semaine négative, ok? Là, on est à 2% de perte par rapport au niveau les plus hauts. Mais qu'est-ce qu'il en est au niveau fondamental, d'accord? Parce que tout ça est évidemment driven, c'est poussé par des fondamentaux, par des systèmes économiques, d'accord? C'est pas juste une question de géométrie. Tout ça est à cause finalement de la Federal Reserve, dans la Banque centrale américaine. Donc, où est-ce qu'on en est? Il faut savoir que la Federal Reserve va toujours stimuler l'économie ou alors au contraire essayer de ralentir l'économie en fonction de ce qui se passe, d'accord? Et la Federal Reserve fait tout simplement ça parce qu'elle a des objectifs à atteindre, des objectifs d'inflation, mais surtout des objectifs au niveau économique, surtout par rapport à l'emploi, la productivité, etc. Donc, pour la Federal Reserve, est-ce que c'est bien de voir une grosse crise et le marché boursier se casser la gueule? Non, même si c'est quelque chose qui est, on va dire, censé arriver et qui est normal, la Federal Reserve va tout faire pour l'éviter. Pourquoi? Parce que ça va amener une perte d'emploi. Et la Federal Reserve, justement, c'est ce qu'elle est censée garder. C'est justement un emploi très fort aux États-Unis. C'est pour ça que la Federal Reserve va toujours prendre des mesures afin d'arrêter ces crises. Sauf que ce qu'on sait, c'est quand il y a une bulle et que cette bulle veut exploser et qu'il y a toujours quelqu'un qui l'empêche, finalement, c'est pas très bon, ok? C'est vraiment pas bon. Et ce qu'on sait d'ailleurs, c'est que finalement, la crise de 2008, c'était un effet pervers de ce que la Banque centrale américaine, donc la Fed, a fait pour calmer la crise de 2000, d'accord? Donc, les choses qu'elles ont mis en place pour calmer la crise de 2000, c'est ce qui a finalement causé la grosse crise de 2008. D'ailleurs, si on revient sur notre ligne ici, on peut voir que donc en 2000, on était bien au-dessus de notre moyenne qui est à 8,19%. On a eu une crise qui a été en fait normale finalement, qui est juste revenue à des niveaux normaux. On n'était pas à des niveaux extrêmement bas non plus. La Fed a intervenu et c'est à cause de cette intervention de la Fed que finalement on a eu ce crash qui là encore une fois n'est pas normal. Et là du coup on était bien en dessous des 8,19% de moyenne. Enfin bref, ça c'était un peu une histoire plus globale, mais si on en revient à aujourd'hui en ce moment, qu'est-ce qu'il en est? Le truc principal, c'est l'inflation, ok? Il faut savoir que quand tu stimules une économie,
un des effets négatifs, c'est que ça va créer une inflation, d'accord? Si tu mets plus d'argent, tu donnes plus d'argent à tout le monde, bah, les prix vont automatiquement monter finalement parce que les gens ont plus d'argent. Donc c'est ce qu'on appelle l'inflation. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai fait sur l'inflation parce que c'est vraiment hyper important en ce moment. Mais donc une économie, quand il y a trop d'inflation, c'est évidemment néfaste, c'est négatif, donc elle va falloir contrôler cette inflation et la réduire. Donc ce que la Banque centrale s'est efforcée à dire là pendant les derniers 6, 8, 12 mois, c'était que cette inflation était transitoire, d'accord? C'était à cause du Covid et c'était seulement transitoire, c'est pas quelque chose qui allait rester. Donc, si la Banque centrale, donc la Fed, dit que c'est quelque chose de transitoire, cette inflation, on pourrait penser que finalement, la Fed n'aura pas besoin d'arrêter de stimuler l'économie parce que l'inflation ne posera pas de problème parce que c'est transitoire. Maintenant, la chose qu'on est en train de voir, c'est que finalement, la Fed est en train de changer de discours et en train de dire que potentiellement, l'inflation n'est pas si transitoire que ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, en termes économiques, la Federal Reserve va devoir prendre des mesures pour essayer de calmer cette inflation si elle dit qu'elle n'est pas transitoire, d'accord? Maintenant, quelles sont ces interventions que la Federal Reserve va pouvoir faire? Elle va pouvoir rehausser les taux d'intérêt, ok? Elle va pouvoir arrêter l'achat d'obligations mensuelles, d'accord? Donc, on va dire une grosse stimulation économique. Il y a plein de choses qu'elle va pouvoir faire et tout ce qu'elle potentiellement ferait pour calmer cette inflation va avoir un effet néfaste sur les marchés boursiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus en train d'injecter autant d'argent, donc les gens vont moins investir en bourse. Et si les taux d'intérêt augmentent, ça va être plus intéressant d'avoir son argent en cash que forcément d'essayer de l'investir sur des actions. Donc si on regarde ce qu'il en est avec la Federal Reserve, on va voir que finalement, Jérôme Powell, donc le président de la Federal Reserve, a signalé récemment qu'il allait réduire l'achat d'obligations, donc en fait réduire finalement la stimulation, ce qu'on appelle en fait le tapering, si jamais tu lis des articles. Le tapering en fin d'année. Donc en fin d'année 2020, ils vont commencer à réduire cette stimulation, d'accord? Ce qui évidemment, comme je le disais, aurait un effet néfaste sur les marchés. Donc il y a une certaine anticipation et c'est pour ça qu'on est en train de voir cette baisse sur les equities. Ce qu'on sait aussi, c'est donc d'ici la fin 2021, ils sont censés commencer le tapering, c'est-à-dire moins stimuler l'économie, mais ils ne sont pas censés changer les taux d'intérêt tout de suite, d'accord? Donc à l'heure d'aujourd'hui, quand je parle, les taux d'intérêt aux États-Unis sont entre 0 et 0,25%, ça c'est le target, et le rythme mensuel d'achat d'obligations, d'accord, donc la stimulation, est de 120 milliards de dollars par mois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si que la Fed rehausse les taux d'intérêt, c'est un peu extrême, ok? Donc quelque chose d'un peu plus délicat à faire, c'est finalement réduire cette dépense de 120 milliards de dollars par mois pour une dépense qui serait moindre en fait et commencer à calmer, réduire ces dépenses. Maintenant, si ce petit texte il veut pas dire grand chose, c'est juste parce qu'en fait je l'ai tout simplement traduit, mais tu peux trouver ces infos sur Trading Economics, d'accord? Ici tu as vraiment la bonne version. Et si de manière générale l'analyse fondamentale, tout ce qui est économique et financier, c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que honnêtement c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans le trading et dans l'investissement, sous cette vidéo j'ai mis le lien de ma formation où il y a justement tout un chapitre à l'économie, à l'interconnexion des marchés et finalement à l'analyse fondamentale, comment est-ce qu'on peut l'utiliser à notre avantage pour en sortir des profits en tradant. Donc bref, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bah, finalement, tout le monde attend un petit peu des indices de la Federal Reserve sur le tapering. Quand est-ce qu'il va commencer? Est-ce qu'il va être repoussé? Parce qu'il y a des personnes qui disent que potentiellement il va être repoussé. Pourquoi? Parce que maintenant il y a un nouveau risque sur les marchés, c'est le variant Delta, d'accord? Donc la Federal Reserve potentiellement ne va pas vouloir arrêter les stimulations, calmer ces stimulations-là, si finalement on a le variant Delta qui arrive et qui va faire un carnage. Donc voilà, c'est vraiment une grosse indécision et tout le monde est dans l'attente de ce que finalement la Banque centrale américaine va faire, la Federal Reserve. Donc maintenant, ce que tu attends sûrement, c'est finalement mon opinion et quand on prend tous ces différents pans de l'analyse et qu'on les met ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, mon opinion, c'est que tout va se baser à court terme. Je ne peux pas te donner une vue sur l'année à venir, ce qui va se passer. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, en fait, tout va dépendre de la Federal Reserve. On est à ce point et c'est pour ça qu'il y a très peu de volume sur les marchés, parce que finalement tout le monde pense un petit peu comme moi et personne ne sait ce qui va se passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder au niveau économique fondamental, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'y connaître là-dedans et finalement voir les indices potentiellement qu'il va y avoir sur le tapering, quand est-ce qu'on va arrêter cette stimulation ou alors est-ce qu'on va la continuer. Donc voilà, pour moi tout va se jouer à court terme et savoir quand est-ce qu'ils vont arrêter de stimuler l'économie et au moment où c'est ça, potentiellement ça pourrait vraiment avoir un impact carrément négatif sur les marchés. Maintenant, mon avis personnel, c'est que le risk to reward est clairement à la baisse en fait. Finalement on voit que l'analyse technique encourage plutôt à une baisse, les volumes encouragent à une baisse, les niveaux moyens, les probabilités, les statistiques encouragent à une baisse. La saisonnalité, là, le moment où on arrive, c'est-à-dire septembre, octobre,
encourage aussi à une baisse. Donc pour moi, les probabilités aujourd'hui sont plutôt à la baisse. Maintenant, qu'est-ce que je fais personnellement avec mon argent? Parce que je trouve parfois ça me fait un peu rire de voir ce que les gens ont à dire, leur opinion, leurs prédictions. Mais au bout du compte, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Parce que ça, je trouve que ça en dit beaucoup plus que finalement la prédiction de quelqu'un. Donc il faut savoir que mon métier principal, c'est évidemment trader. Et toutes les fins de mois, mes profits, je vais les distribuer, d'accord? Donc une certaine partie, je vais les garder finalement sur mes comptes de trading, ok? Une partie que je vais sortir pour mon lifestyle, pour payer mon loyer, pour payer mes activités, tout ce que je fais, mes voyages. Mais il y a aussi toute une partie que je vais retirer pour des investissements externes, d'accord? Des investissements externes, dont des investissements en bourse, d'accord? Donc je vais faire une certaine allocation avec certains pourcentages de ce que je gagne tous les mois dans différents assets, d'accord? Aujourd'hui, on est dans un espace carrément inflationniste. Donc d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur différents investissements que tu peux faire en temps d'inflation, mais enfin bref. Donc comme je le disais, tous les mois, je vais investir une certaine partie de ce que je gagne dans différents actifs, dont des indices qui vont suivre le S&P, d'accord? Donc, de manière générale, si on suit ce graphe, je sais que ça, c'est ma ligne de moyenne, d'accord, qui est à 8,19%. Donc, imaginons que le certain pourcentage que je mets de mon revenu mensuel dans le S&P est de 20 000 € tous les mois. Donc, tous les mois, je rajoute 20 000 € sur mes investissements sur cet actif précis. Aujourd'hui, vu qu'on est 16% au-dessus des niveaux moyens et que, comme je l'ai expliqué, il y a plus de risques à la baisse qu'à la hausse, est-ce que je suis en train de vendre tous mes actifs et de me barrer? Est-ce que je suis en train d'acheter activement? Alors, la réalité, c'est que de manière générale, comme je le disais, imaginons, je mets 20 000 € par mois dans cet actif. Bah aujourd'hui, vu qu'on a des niveaux plus hauts que les moyennes, je vais quand même continuer à acheter, mais moins. Donc peut-être je vais juste envoyer 5 000 € par mois et le reste, je vais le garder en cash ou sur mes comptes de trading. Ok. Donc maintenant, tu vas me dire pourquoi est-ce que finalement je vends pas si toutes mes analyses me disent qu'on part sur une baisse? Bah finalement, je t'invite à regarder ce qui s'est passé juste avant la crise de 2000, d'accord? Ici, certes, on était à 16% au-dessus des marchés, d'accord? Donc attends, on va revenir ici. Donc là, tu peux voir à peu près comme les niveaux actuels, ça aurait été ici, d'accord? On était 16%, 17% au-dessus de la moyenne. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu tout vendre à ce moment-là? Bah, honnêtement, non, parce que finalement, il s'en est suivi une hausse de 126% avant qu'il y ait une crise, d'accord? Donc, est-ce que le marché est logique? Pas toujours. Est-ce que mon but, c'est d'avoir raison ou est-ce que mon but, c'est de gagner de l'argent? Et au bout du compte, mon but, c'est de gagner de l'argent. Donc, même si mon analyse me dit qu'on va probablement aller sur une baisse, est-ce que ça veut dire que je vais tout vendre? Non, d'accord? Donc ça, personnellement, c'est ce que je fais. Juste, j'investis beaucoup moins mensuellement ce que je faisais avant et ce que je faisais surtout, par exemple, au début du Covid. En fait, finalement, assez similaire à ce que fait le Smart Money Flow Index. C'est-à-dire que début du Covid, certes, je rentrais assez fort tous les mois. Aujourd'hui, je rentre beaucoup moins fort tous les mois. Mais surtout, ce que je fais en ce moment, c'est finalement regarder tous les indices possible de la Federal Reserve pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer et prendre des décisions sur mes comptes, d'accord? Donc voilà, tout va se baser sur du assez court terme et savoir vraiment ce qui se passe avec la Federal Reserve. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo d'analyse t'aura plu, que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et si tu as quoi que ce soit comme question, laisse-les en commentaire, je vais lire tous les commentaires. Maintenant, je te demande si tu pouvais t'abonner à cette chaîne. Je fais une vidéo sur le trading, la finance, l'investissement, littéralement tous les dimanches, ça me ferait vraiment super plaisir si tu pouvais t'abonner. Maintenant, juste ici s'affiche mon Instagram où je poste un petit peu tout ce que je fais tous les jours, mes trades, aussi le lifestyle, un petit peu tout. Sous cette vidéo, dans la description, il y a un petit peu tous les liens, dont le lien de ma formation dont je te parlais, où je parle énormément d'analyse fondamentale, d'économie, si c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, moi, je vais aller prendre une pastille au miel parce que j'ai trop mal à la gorge. Et puis, je te retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine. C'était Elliot, ciao.